Alors la première étape pour coudre ce modèle petite chose, c'est avant tout de préparer vos pièces. Donc là, je les ai toutes coupées dans mon tissu. Vous pourrez repérer l'endroit de l'envers assez facilement puisque mon endroit, donc c'est là où vous avez les petites broderies dorées très visibles, et l'envers là où elles sont beaucoup moins visibles. Pour certaines pièces, avant même de les couper dans le tissu, je l'ai amidonné puisque moi j'ai un tissu très fluide, assez glissant, donc je l'ai amidonné avec voilà, ce type de spray. Ce qui permet de donner une rigidité temporaire au tissu et donc ça va être plus facile à la fois de le couper mais aussi de le travailler. Donc moi je vous recommande d'amidonner plusieurs morceaux. Donc ici la pâte de finition du col V, si vous avez choisi ce col. Si vous avez choisi en revanche le col goutte, ce ne sera pas nécessaire d'amidonner le biais. On peut amidonner également le poignet. Donc là on voit bien la rigidité que ça donne au tissu. On va amidonner la pâte de finition du V-dos, si vous avez choisi de mettre une ouverture au dos. Et enfin, on peut amidonner la courbe de l'empiècement devant, donc ici. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on va passer à la couture. Alors, la première étape, ça va consister à faire la finition de mon encolure. Donc ici, j'ai une encolure V. Je commence par prendre mon enforme et à marquer un repli de 7 mm vers l'envers du tissu sur tout le tour. Donc là, je respecte bien en bas la forme. Donc je dois retrouver cette pointe. Et pour marquer mon enforme au fer, je peux m'aider d'un couturomètre. Donc ce petit ustensile qu'on peut tous se fabriquer, qui est très pratique parce que donc il a une graduation et il permet de repasser directement dessus. Donc là, j'ai positionné mon couturomètre sur mon tissu, j'ai replié mon tissu par-dessus pour arriver à 7 mm. Et là, avec mon fer, j'ai pu repasser directement pour marquer mon pli. Donc une fois que c'est marqué, je viens positionner endroit contre endroit mon enforme sur mon col V. Je fais correspondre les longueurs, j'épingle. Donc j'épingle bien sur tout le tour, enfin il faut bien qu'il soit maintenu aux différentes extrémités, à ces deux extrémités. Et maintenant je vais marquer la ligne de couture pour que ce soit un peu plus simple, puisque en haut je vais démarrer à 7 mm et en bas je vais m'approcher du bord pour arriver à 3 mm. Donc pour ça je vais venir la marquer. Alors moi j'aime bien ces stylos, ça s'appelle les friction pen. Ils ont l'avantage de s'effacer avec la chaleur. Donc un coup de fer et ça part. Et ma règle japonaise donc, qui me permet d'être assez précise. Et donc là je pars 7 mm en haut jusqu'à 3 mm de l'ouverture en bas. Donc, comme la finition du col va être ce qu'il y a de plus visible, c'est quand même mieux de prendre son temps et de bien s'appliquer pour avoir un joli résultat. Donc voilà, je peux vérifier si je veux vraiment être sûre. Là donc j'ai 7 mm, ici j'ai 3 mm et je viens piquer jusqu'à ma pointe. Ici je laisse mon aiguille enfoncer et là je repars pour piquer d'un seul tenant. Donc là c'est piqué sur tout le tour. Et maintenant, avant de retourner ma pâte vers l'envers, je vais commencer par cranter. Donc ici dans le V, je m'approche de la couture jusqu'à 1 ou 2 mm. Il faut que je sois assez proche pour que ça puisse bien se retourner, mais pas trop non plus évidemment pour pas que le tissu se déchire. Voilà. Ensuite, je commence à retourner ma pâte et je vais m'aider du fer pour la retourner complètement et la retrouver, la positionner correctement de l'autre côté. Ensuite, je me suis aidée du fer pour bien retourner l'enforme, bien le positionner. J'ai épinglé et j'ai
Et j'ai noté, voilà, avec mon friction pen toujours, la future couture à 1 cm du bord. Et en bas, un peu plus loin qu'1 cm, en fait, l'idée c'est que je retrouve ce V et que ça prenne en même temps bien toute la petite marge, le petit rentré de l'enfant. Donc là, je viens piquer ici, hop, sur ma ligne d'un seul tenant et ma finition du col V sera terminée. Si vous avez choisi une encolure en forme de goutte, il faut donc commencer par couper un biais un petit peu plus long que votre goutte, puis sur l'un des deux côtés, marquer au fer un repli de 7 mm vers l'envers. Donc pour ça, moi j'ai utilisé mon petit couturomètre en carton que j'ai gradué, donc j'ai noté au stylo, ce qui me permet d'avoir un repli égal sur tout le long puisque je déplace mon couturomètre et je repasse en même temps pour écraser ce pli. Ensuite, je viens l'épingler endroit contre endroit sur mon encolure et j'épingle l'autre côté, celui qui n'a pas été préformé. Alors je vais commencer par le milieu, donc le bas de la goutte, donc c'est à peu près là. J'épingle, là je suis endroit contre endroit. Et je laisse aller le biais sans l'étirer. Vraiment, je laisse aller, je fais attention dans la courbe à ne rien étirer, à ne pas former de plis ni rien. Donc je l'épingle soigneusement sur tout le tour. Je n'étire ni le biais ni la forme goutte. Et ensuite, je vais piquer à 7 mm pour assembler ce biais sur mon encolure. Et je fais le tour de la goutte. Ensuite, une fois que mon biais est piqué, je vais le positionner complètement vers l'intérieur. Il ne sera plus du tout apparent sur l'endroit. Donc je me mets pour cela envers vers moi, ce sera plus facile. Et là, je viens chercher mon biais. Je garde le marquage que j'ai fait précédemment. Hop, je recouvre une première fois ma marge de couture et je retourne à nouveau de façon à ce que le biais soit vraiment entièrement rentré sur l'intérieur de la goutte. Là, je positionne quelques épingles et sur les endroits un petit peu plus difficiles à préformer, je peux m'aider du fer pour avoir quelque chose de bien uniforme et une largeur de biais identique sur tout le tour. Voilà, donc là je prends mon temps pour faire vraiment un bon épinglage et avoir un joli rendu, puisque forcément c'est l'encolure, donc ce sera très visible. Et une fois que j'ai terminé mon épinglage, je repasse, j'écrase ce biais au fer. Je vérifie que tout tombe bien et ensuite je viens le surpiquer à 7 mm du bord. Je le surpique là, ici, sur tout le tour. Alors voilà ce que ça donne une fois que le biais a été bien positionné, bien écrasé au fer et bien épinglé. Je voulais vous le montrer avant de le piquer puisque là au moment de surpiquer, moi je vous recommande de retirer les épingles avant d'arriver dessus pour avoir une couture vraiment bien nette sur tout le tour. Alors voilà, la finition de l'encolure route est terminée, donc voilà ce que ça donne ici sur l'endroit et là sur l'envers. Donc ensuite, pour éviter que la goutte ne s'ouvre au moment de porter, je peux insérer en haut, avant de terminer l'encolure qui est là, je pourrais insérer un petit lien, pourquoi pas terminer par un pompon, pour pouvoir faire un nœud ici sur l'endroit
sur le haut de la goutte. Ou bien, autre solution, pour garder la goutte fermée, je peux aussi terminer le biais d'un seul tenant, ce qui donc va me tenir fermé les deux extrémités de la goutte. Ensuite, toujours sur mon devant, là j'ai piqué 2 fils de fronce dans la marge de couture parallèle. Donc là j'ai 1 cm de marge de couture, donc je suis relativement proche du bord. Un fil de fronce, donc c'est un fil que je pique avec un point très long et une tension quasiment nulle, donc ce qui va me permettre en tirant sur les fils de froncer. Pour le moment je ne fronce pas. Je vais commencer par épingler par-dessus l'empiècement correspondant. Celui-ci, endroit contre endroit. Je commence par faire correspondre l'extrémité de l'épaule, puis un premier cran, entre les deux, donc j'ai une légère courbe, mais je vais faire attention à bien positionner les tissus bord à bord et à ne pas former de plis. Là, j'ai une courbe un peu plus prononcée, mais ça va être un petit peu le même principe. Je commence par faire correspondre le cran. Donc toujours en mettant mes tissus bien bord à bord. Puis, entre les deux crans, donc là au niveau de la courbe, ça doit correspondre, hein, les longueurs sont identiques, c'est simplement que comme il s'agit d'une courbe, c'est un petit peu plus difficile à positionner, mais en les mettant comme ça à la verticale, en fait, ça va assez bien. Donc là, je peux mettre autant d'épingles que souhaité. Ça ne va pas être nécessaire de les retirer au moment de piquer, à condition d'y aller assez doucement pour ne pas casser mon aiguille. Mais sinon, ça ne gênera pas le rendu. En tout cas, ça donnera un beau rendu pour la couture. Ensuite, je fais correspondre l'extrémité du côté. Le cran qui est là, le cran du début des fronces. Et entre ces deux crans, eh bien c'est là que je retrouve mes fronces. Donc maintenant, je vais pouvoir tirer sur mes fils de fronce pour faire correspondre les deux longueurs. Donc là, je retrouve mes deux fils. Hop. Je tire, ça fronce. Et donc, je répartis les fronces sur toute la longueur, donc que ce soit harmonieux, qu'il n'y en ait pas plus à un endroit qu'à un autre. Et là, de la même façon, je peux positionner plusieurs épingles dès que la répartition des fronces me convient. Voilà, ensuite une fois que c'est fait, eh bien, je vais piquer sur toute cette ligne pour les assembler en piquant comme toujours à 1 cm. Alors pour piquer les fronces, je voulais vous montrer une petite astuce. Je m'aide en fait d'un poinçon, donc c'est ça, c'est une pointe métallique. Donc là j'ai commencé à piquer le haut de l'empiècement. Et donc là je continue, j'arrive sur les fronces. Le poinçon va me permettre d'attraper les fronces et de les positionner là où je veux, de mieux les répartir. Donc ça, je trouve que c'est très très pratique. J'ai toujours mon poinçon sous la main en fait quand je suis en train de coudre et en particulier les fronces. Voilà, donc j'y vais doucement. Là, bon, je vais retirer l'épingle parce que finalement je trouve que mes fronces ne sont pas suffisamment bien réparties. Et voilà, avec mon poinçon, donc j'attrape mon tissu. Ça ne l'abîme pas et en même temps ça l'attrape super bien. Donc là voilà, c'est plus joli, je suis contente, j'y vais. Après avoir assemblé mon empiècement, j'ai écrasé au fer un petit peu mes fronces. Et puis je suis allée surfiler
la marge de couture. Donc la façon la plus propre de le faire, c'est avec une surjeteuse, avec 3 fils de la surjeteuse. Donc ça permet de couper proprement et terminer proprement la bordure. Si je n'ai pas de surjeteuse, j'ai 2 solutions. Soit je fais un point zigzag avec une machine à coudre classique, soit encore je peux recouvrir cette marge de couture d'un biais très fin pour éviter les surépaisseurs. Et ensuite, dernière chose, je positionne cette marge de couture vers l'empiècement. Je vais maintenant m'intéresser au dos. Alors, première chose à faire, je vais former comme un biais du commerce ma pâte de finition du V-dos. Donc, c'est-à-dire que je dois retrouver 2 replis sur le côté et un repli au milieu. Alors pour ça, moi je me suis aidée de ce petit outil qui est très pratique pour plier les biais maison. Alors là, bon, c'est pas vraiment un biais puisque celui-ci est coupé dans le droit fil, mais enfin il en a à peu près la largeur. Donc je le fais rentrer du côté le plus large, je le glisse souvent à l'aide d'une épingle pour le faire ressortir de l'autre côté. Et la forme de l'appareil m'aide à retrouver ces plis que là je viens écraser directement au fer. Et petit à petit je continue à passer mon fer tout en tirant l'appareil. Donc ce qui me permet d'obtenir ça assez facilement. Ensuite je le plie en 2 et voilà, j'obtiens un biais plié comme celui du commerce. Ensuite là je viens l'ouvrir et je le positionne en droit du biais sur l'envers de mon dos. Je fais correspondre les extrémités. Alors attention, parce que la forme des pointes de ma pâte de finition doit correspondre à la forme du V-dos. Donc là, il faut que je retrouve précisément la forme que j'ai là. Et donc là, les 2 pointes correspondent. Donc là, j'épingle les extrémités. Voire même, je peux rajouter un petit peu plus d'épingles sur toute la longueur. Donc la pâte de finition est volontairement coupée dans le droit fil pour éviter justement à cette ouverture d'eau de bailler. Ça va permettre de contraindre en fait la longueur de ce V-dos. Voilà, c'est épinglé. Maintenant, je vais piquer ici dans la marque, en fait, dans le premier repli de ma pâte de finition. Ensuite, une fois que c'est piqué, je vais mettre du fer pour positionner le biais, pour rabattre en fait sur cette couture. Et de l'autre côté, je replie sur les marques que j'ai faites précédemment pour recouvrir la couture. Tout en laissant le biais apparent. Hein. Il vient border en fait le V-dos, mais il reste apparent. Donc là, je le replie et il doit tout juste venir cacher la première couture d'assemblage que j'ai faite. Donc là, je le plie par-dessus. En principe, ça va tout seul grâce au marquage. Et là, j'épingle sur tout le long. Une fois que j'aurai terminé de bien épingler, je peux mettre un petit coup de fer, hein, je peux repasser, écraser tout ça. Ça permettra à l'ensemble de bien se positionner. Et dernière chose, je vais surpiquer à 1 mm du bord pour le maintenir bien en place et terminer cette finition du V-dos. Donc là, je vais piquer ici de ce côté-là, hop, à 1 mm du bord sur tout le long. Donc là, comme il s'agit d'une surpiqûre, moi je vous conseille de retirer les épingles au fur et à mesure, ça vous permettra d'avoir une surpiqûre vraiment bien nette. C'est ce que j'ai fait déjà de l'autre côté. Donc on voit ici cette surpiqûre à 1 mm du bord qui finit parfaitement le V-dos. Une fois que j'ai terminé le haut du dos, je prends la partie bas dos
et sur la ligne du haut, donc celle où je retrouve mes crans, je viens piquer sur toute la longueur 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture, sachant que j'ai 1 cm de marge de couture. Donc pour le moment, je ne fronce pas. Par-dessus, endroit contre endroit, je vais épingler les parties, le dos haut, en faisant correspondre les extrémités et les crans. Alors mon cran se situe là, donc je fais aller la partie haut jusqu'au cran, et ensuite je pourrais froncer, tirer sur mes fils de fronce sur le bas dos pour froncer et faire correspondre les deux longueurs. Donc idem de l'autre côté, endroit contre endroit. J'épingle en faisant correspondre les crans. Alors, donc là, je vais froncer. Pour le moment, je ne vais pas vraiment me préoccuper de cette partie-là, quoique je peux commencer à froncer ici, sachant qu'au final, cette ouverture-là devra mesurer 9 cm. Donc on verra dans l'étape suivante, il y a une façon, on va poser un biais pour figer cette partie-là à 9 cm. Donc pour le moment, je fronce, je fais correspondre ces deux longueurs et je positionne un peu plus d'épingles avant de piquer. Donc là, comme tout à l'heure, je les prépare à la main. J'épingle et une fois à la machine à coudre, je vais prendre mon poinçon pour m'aider à les répartir plus finement et puis à bien attraper le tissu pour faire une jolie répartition des fronces. Donc là, idéalement, je mets les épingles plutôt côté fronce puisque c'est de ce côté-là que je vais piquer. Voilà, je fais pareil sur tout le long et je pique à 1 cm. Ensuite, une fois que mes deux morceaux du haut dos sont assemblés sur le bas dos, je viens recouper cette marge de couture ici de moitié. Donc là, j'avais 1 cm. Je recoupe pour retrouver 5 mm. Ensuite, parallèlement, j'ai préformé mon biais dos comme celui du commerce, donc toujours avec mon petit appareil comme tout à l'heure, pour avoir les deux replis des côtés et le pli du milieu. J'ouvre ce biais et je vais recouvrir la couture que je viens de faire en faisant correspondre l'écran. Alors bon, déjà je commence par les extrémités. Donc c'est un biais qui n'en est pas un puisqu'il est coupé dans le droit fil. Et que, comme je le disais tout à l'heure, il va me permettre de contraindre l'ouverture dos à 9 cm. Donc là, je trouve un premier cran qui correspond au bas dos, au haut dos, à la pièce haut dos, en fait, qui correspond au début de l'ouverture du V-dos. Un deuxième cran ici qui correspond à l'autre côté de cette ouverture. Et entre ces deux crans-là, donc je parlais tout à l'heure d'avoir 9 cm, et bien justement mon biais fait 9 cm entre ces deux points-là. Donc ça me permet de contraindre, donc là je peux retirer un peu de fronce, parce que j'en ai fait un petit peu trop finalement, pour avoir les mêmes longueurs. Et jusqu'à l'autre côté, je l'épingle. Et je pique ensuite dans le pli que j'ai marqué précédemment au fer. Donc je pique là sur tout le long pour assembler le biais. Si j'ai décidé de faire un dos plein,
Dans ce cas, je n'ai pas besoin de faire cette étape-là, ni la précédente. Je ne vais pas avoir besoin de poser le biais sur le haut dos, puisque ma pièce haut dos sera coupée au pli, le dos sera plein. Donc j'aurai simplement à assembler le haut dos sur le bas dos. Donc maintenant, moi voilà, je viens piquer ici dans mon repli sur tout le long. Ensuite, une fois que mon biais est piqué, je le plie le long de cette couture, puis je le rabats par-dessus la marge de couture pour le positionner à cheval sur la marge de couture que j'ai faite précédemment. Là, je positionne quelques épingles pour qu'ils viennent bien recouvrir la couture faite précédemment. Et je peux aussi m'aider du fer pour bien le positionner. Donc voilà, sur toute la longueur, je le positionne correctement. Et ensuite, je viendrai piquer ici à 1 mm du bord sur tout le long pour le maintenir bien en place. Donc mon biais est bien piqué sur toute la longueur. Je l'ai bien écrasé au fer, j'ai légèrement écrasé mes fronces. Et au fer, toujours, je le positionne vers le haut. Donc là, il est apparent dans mon ouverture. Ensuite, au niveau du haut du dos, au niveau de l'encolure dos, je vais superposer mes deux morceaux et je positionne le dos gauche par-dessus le dos droit. Je retrouve ici un cran qui correspond au cran d'extrémité en fait, de la partie gauche. Idem à droite. Donc je les superpose. Et je mets quelques épingles. Donc là, je peux vérifier à ce moment-là que mon ouverture dos ne se soit pas détendue. Donc si ça s'est détendu, je vais avoir cette pointe-là qui va ressortir légèrement. C'est pas très grave, je pourrais venir la recouper. L'idée là, c'est vraiment d'arriver à avoir une ouverture du V-dos bien droite, bien à plat. Donc là, je positionne le tout vraiment bien à plat, j'épingle. Et ici, dans la marge de couture, je vais venir piquer quelques points simplement pour maintenir ces deux épaisseurs bien superposées. Donc là, j'ai piqué quelques points dans la marge de couture pour maintenir les deux épaisseurs superposées. Et tant que j'étais là et bien à plat, j'en ai profité pour piquer quelques points ici par-dessus la couture de mon biais pour maintenir les deux épaisseurs bien superposées et bien à plat pour éviter que ça ne baille au moment du porté. Ensuite, je passe à l'assemblage du dos et du devant avec la technique de la couture anglaise. Alors là, j'ai commencé à faire la première couture. Donc la couture anglaise, on commence par positionner envers contre envers les morceaux. Donc ici au niveau des côtés ainsi qu'au niveau des épaules. Et je pique à 5 mm. Donc soit je pique avec ma piqueuse plate et ensuite je viens recouper les effilochures. Soit comme ici, je pique avec ma surjeteuse 3 fils qui en même temps pique à 5 mm et recoupe les effilochures. Donc c'est un peu plus rapide. Puis ensuite je viens retourner l'ensemble pour plier par-dessus cette couture et venir enfermer la première marche de couture dans une deuxième couture où là je vais piquer cette fois-ci à 8 mm. Et donc voilà, une fois que j'ai fait ma deuxième couture de ma couture anglaise, ça donne ça. Donc j'ai aucune bordure apparente, aucun petit fil qui dépasse, c'est parfaitement propre sur les côtés comme sur les épaules. Donc maintenant toutes ces marches de couture, je viens au fer les plaquer vers le dos. Ensuite je vais passer à la finition de l'encolure avec la méthode du biais simplifié. Donc pour ça j'ai coupé plusieurs bandes de biais dans les chutes de mon tissu de 3,2 cm de large. Donc une bande de biais c'est en diagonale par rapport à la lisière, donc, ce qui donne la propriété au tissu d'être extensible, même pour le plus rigide des tissus, dans le biais il sera nécessairement extensible. Ensuite je les positionne l'une sur l'autre endroit contre endroit à la perpendiculaire et je fais correspondre un angle. Là j'épingle et je vais venir piquer en diagonale. Donc là, je peux tracer éventuellement même la ligne entre ce point-là et ce point-là. Bon, c'est ce que j'ai déjà fait sur cette bande de biais.
J'ai piqué en diagonale. Ensuite, je vais recouper la pointe pour avoir une marge de couture d'environ 5 mm. J'ouvre cette couture au fer et j'obtiens une bande de biais. Donc là, je mets autant de bandes de biais que nécessaire pour avoir suffisamment de longueur pour pouvoir faire le tour de mon encolure. Une fois que ma bande de biais est formée, je viens marquer un repli sur l'un des deux côtés de 7 mm à l'aide de mon couturomètre. Donc le repli est marqué. Ensuite, je viens épingler le côté opposé, donc le côté non marqué, sur l'endroit de mon encolure. Donc là, je prends à peu près le milieu, je commence par le milieu dos, j'épingle bord à bord. Donc je laisse aller, le biais est très souple, donc il va assez facilement s'adapter sur l'encolure. Je ne le tire pas plus que ça, enfin peut-être très légèrement pour éviter que ça ne gondole, mais il ne faudrait pas non plus que ça tire l'encolure. Donc je l'épingle sur tout le tour, puis je pique à 7 mm. Donc voilà, mon biais est piqué sur l'encolure. Maintenant, je vais le replier par-dessus cette marge de couture une première fois. Donc j'enferme tous les petits fils. Et une deuxième fois pour positionner le biais entièrement vers l'intérieur, vers l'envers du vêtement. Donc, ce qui fait que côté encolure, côté endroit du vêtement, je ne vois absolument pas le biais, il est entièrement positionné vers l'intérieur. Donc je le positionne avec des épingles, je le maintiens avec des épingles sur tout le tour. Je peux éventuellement repasser pour l'écraser et l'aider à bien se positionner. Donc ça, c'est une étape assez minutieuse puisque l'encolure va être très visible. Donc s'il est mal fait, si l'encolure gondole, bon c'est dommage parce que clairement ça se verra. Voilà, je continue de la même façon jusqu'au bout. Je voulais simplement vous montrer qu'à l'extrémité ici, je peux recouper un peu la longueur. À un peu moins d'1 centimètre du bord. Et là, je rabats le biais avant de le plier sur lui-même, de le plier à l'intérieur de l'encolure. Donc là, ça me fait une finition au bout parfaitement propre. Donc voilà, je continue à épingler sur tout le tour et puis je surpique à 7 mm du bord de mon encolure sur tout le tour en un seul tenant. Ensuite, on va passer à la manche. Alors, première chose, ici, j'ai déjà piqué 2 fils de fronce parallèles dans la marge de couture sur le haut de la pièce bas de manche. Ensuite, je vais positionner la pièce haut de manche et la pièce bas de manche endroit contre endroit. Je fais correspondre le cran du milieu, les extrémités. Et ensuite, entre ces points-là, eh bien, je vais tirer sur mes fils de fronce pour froncer et faire correspondre les deux longueurs. Voilà, autant que possible, je mets mes épingles plutôt côté fronce puisque c'est là que je vais piquer pour arriver à mieux les répartir au moment de piquer avec mon poinçon comme tout à l'heure.
Voilà, et donc là je peux positionner vraiment autant d'épingles que souhaité. Je fais pareil de l'autre côté et je viens piquer à 1 cm. J'ai donc assemblé ici le bas de manche avec le haut de manche, puis j'ai surfilé cette couture. Donc moi je l'ai fait avec ma surjeteuse 3 fils, mais comme tout à l'heure vous pouvez le faire soit avec un point zigzag de votre machine à coudre classique, soit en posant un biais très fin sur cette marge là. Puis je l'ai positionné au fer vers le haut. Ensuite je vais fermer ma manche avec la technique de la couture anglaise, donc je la positionne envers contre envers. Je fais correspondre les extrémités. Je fais correspondre là la couture entre le haut et le bas de manche. Puis je viens piquer ici à 5 mm sur tout le long, donc idéalement avec une surjeteuse 3 fils, ce qui permet de recouper les petites effilochures en même temps, ou bien je coupe à 5 mm, je pique à 5 mm, puis je recoupe mes effilochures. J'ai terminé ma couture anglaise sur ma manche, donc c'est parfaitement propre. Au fer, je vais positionner cette marge de couture vers le devant de la manche. Alors je distingue le devant au moyen des crans qui se situent sur la tête de manche. Sur le dos, j'en ai un seul, comme là, et sur le devant, j'en ai deux que je retrouve ici. Donc je positionne ma marge de couture vers le devant. Puis je vais piquer des fils de fronce. Alors un premier fil de fronce et un seul suffira dans la tête de manche. Donc la tête de manche, c'est la partie arrondie sur le haut de la manche, entre les crans. Donc dans la marge de couture qui est d'1 cm, je pique un fil de fronce. Puis sur le bas de la manche, là cette fois-ci, je vais piquer 2 fils de fronce parallèles dans la marge de couture et sur tout le tour. Ensuite, je vais m'occuper du poignet. Donc je vais le plier dans la longueur envers contre envers. Je vais marquer le pli du milieu au fer. Puis sur l'un des deux côtés, je vais marquer un repli d'1 cm, toujours en m'aidant de mon couture-au-mètre. Ensuite, je viendrai fermer mon bracelet de poignet de cette façon en piquant ici à 1 cm. Donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre poignet. J'ai ouvert la couture au fer et là je retrouve mon repli d'1 cm. Ensuite, je garde mon poignet sur l'envers ainsi que ma manche sur l'envers et je le positionne par-dessus la manche, repli plutôt vers le bas. Et là, je fais correspondre les coutures, donc la couture du poignet avec la couture du côté de la manche. J'épingle. Je fais correspondre ensuite le milieu du bas de manche avec le cran qui correspond au milieu de mon poignet. Et je mets une deuxième épingle. D'ailleurs, je mets plutôt les épingles côté manche. Et entre ces deux épingles-là, eh bien, je fronce. Donc pour faire correspondre les longueurs, je retrouve mes fils de fronce qui sont là. Je fronce sur tout le tour, je répartis mes fronces sur tout le tour en positionnant autant d'épingles que souhaité. Plus je mets d'épingles, plus ça va être facile et plus ça va être bien réparti. Et je viens piquer à 1 cm sans retourner la manche, de cette façon. Je termine mon épinglage et je positionne mon pied de biche ici pour piquer d'un seul tenant sur tout le tour. Donc mon poignet est maintenant assemblé. Je le retourne et là je le plie selon les plis que j'ai marqués précédemment.
et je viens recouvrir tout juste la couture que je viens de faire. Donc c'est un petit peu à la façon d'un biais finalement, il vient se positionner à cheval sur le bas de la manche et il renferme donc la marge de couture et vient couvrir la couture. Donc là je positionne des épingles sur tout le tour, ça va tout seul, hein, puisque si le marquage des plis a bien été fait au préalable, ça se plie vraiment tout seul. Et ensuite pour piquer, je ne vais pas retourner la manche, je vais garder vraiment tout tel quel. Et comme tout à l'heure, je vais mettre mon pied de biche ici à l'intérieur et là je vais piquer à 1 mm du bord, donc en faisant bien attention à recouvrir la couture et je vais retirer les épingles petit à petit pour avoir une couture vraiment bien nette. Donc mon poignet est terminé, j'ai fini la couture, donc c'est parfaitement propre à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant il ne me reste plus qu'à assembler les manches sur le top. Donc pour ça je garde ma manche sur l'endroit, je mets mon top sur l'envers et je viens glisser la manche à l'intérieur du top pour la positionner sur l'emmanchure correspondante. Donc les deux crans correspondent au devant et le seul cran correspond au dos. Je fais correspondre tout ce qui doit correspondre, donc le cran de la tête de manche. Je positionne mes épingles côté manche. Mon cran du dos. Donc là, comme d'habitude, je ne fronce pas du tout pour le moment. Mais d'ailleurs, je vais vous expliquer, c'est pas vraiment des fronces que l'on va chercher à faire. C'est plutôt d'absorber l'embu. Donc là, je fais correspondre ma couture du côté du top avec la couture du dessous de manche. Et enfin, mes deux crans du devant. Donc une fois que j'ai mis ces épingles là, je vais m'intéresser à ce qui se passe entre les crans dos et devant. Donc ici sur la manche, comme sur toutes les manches, j'ai de l'embu. Donc l'embu, c'est le fait qu'une courbe soit plus longue qu'une autre pour permettre de donner un bel arrondi dans cette courbe justement. Donc là, la courbe de la manche est plus longue que la courbe de l'épaule. Et donc pour absorber cet embu, eh bien, on a piqué un fil de fronce. Donc là maintenant je peux tirer sur ce fil de fronce pour très légèrement froncer et absorber cet embu. Et on va voir que sans former de fronce, eh bien le fil de fronce va permettre de réduire la longueur de cette courbe qui va donc s'accorder parfaitement avec la courbe, enfin c'est le but en tout cas de s'accorder parfaitement avec la courbe de l'épaule. Je fais d'un côté, d'abord sur le devant, après sur le dos, enfin peu importe l'ordre. Voilà, ça gondole légèrement, mais à la couture, ça ne va pas marquer de plis, c'est tout ce qui compte. J'épingle, je positionne autant d'épingles que souhaité. Et ensuite, je vais pouvoir piquer, assembler ma manche en piquant sur tout le tour à 1 cm. Donc ma manche est maintenant montée. Là, je suis venue, moi, surfiler avec ma surjeteuse 3 fils le bord de la couture pour éviter que ça s'effiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, donc toujours pareil, vous avez deux autres possibilités, soit de faire un point zigzag avec une machine à coudre classique, soit de recouvrir la marge de couture d'un biais très fin. Voilà, et ensuite, donc je fais pareil de l'autre côté pour l'autre manche, évidemment. Et dernière chose, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet du bas du vêtement. Donc il s'agit d'ailleurs de la version blouse ou robe. Toutes les étapes sont absolument identiques, hein, simplement la longueur des pièces qui va changer. Donc là j'ai commencé à préparer mon bas du vêtement. Alors moi j'ai surfilé là, toujours avec 3 fils de ma surjeteuse pour recouper les effilochures, hein, c'est le plus
pratique, c'est plus rapide. Et ça me permet aussi de marquer une distance pour ensuite venir marquer au fer un repli de 7-8 mm. Donc là, je peux à nouveau m'aider de mon petit couturomètre. Donc je fais glisser petit à petit, je repasse. Et puis ensuite, je retourne une deuxième fois et directement sous mon pied de biche, je vais piquer ici à 5-6 mm du bord sur tout le tour pour maintenir cet ourlet en place. Donc voilà, mon ourlet est maintenant piqué, donc c'est terminé. Tout est parfaitement clean à l'intérieur, il n'y a aucun petit fil qui dépasse. Ben voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces sur de nouveaux modèles.